La curiosité, c'est hyper important, je pense, en cyber, peu importe le sujet de la cyber, parce que ça évolue tout le temps. Il y a beaucoup de jeunes qui ont cette image-là de si je vais dans la cyber, il faut que je sois un hacker. Et qu'est-ce qui se rapproche pour eux le plus du hacker? Ça va être le pentester. Alors oui, vous avez des compétences, mais soyons honnêtes, vous allez rentrer en 3e année. Alors pourquoi on vous prendrait? Il y a beaucoup l'effet de freelance aussi qui se fait de plus en plus. Oui, il y en a beaucoup qui font leur propre boîte. Je travaille avec des équipes dans le monde entier. Moi, ça a été vraiment l'aspect pratique qui m'a beaucoup plu. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine logique algorithmique pour avoir... Enfin, c'est plus une manière de penser. Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Risque Intel Média, ce soir en partenariat avec Innov Campus. On va parler du sujet suivant, est-ce que la cybersécurité est un secteur bouché en 2024? Et pour cela, on a invité avec nous ce soir 4 jeunes experts, c'est une édition un petit peu inédite et on va leur permettre de se présenter dans un premier temps. Je donne la main à Pauline pour se présenter. Bien enchantée, du coup Pauline Cabé, je viens de rentrer en Master 1 de cybersécurité en consultant et je travaille actuellement en alternance chez BPCEIT en tant qu'alternante ingénieur sécurité dans l'équipe d'ICSRE d'art, donc la sécurité réseau et l'architecture réseau. Merci. Anthony? Bonjour à tout le monde, je m'appelle Anthony Scandella. J'ai intégré Innov en Bachelor 3 de cybersécurité. Maintenant, je suis en 2e année de master et je travaille pour la société Alistic en alternance dans laquelle on fait de la cybersécurité essentiellement. Merci. Quentin? Bonjour à tous, moi c'est Quentin, je suis en Master 2 cybersécurité pareil à Innov Campus dans la même promo que Anthony. Et mon alternance je la fais à Kiabi en tant que chargé de sécurité informatique côté gouvernance. Et Mélanie? Bonjour à tous, moi c'est Mélanie, je viens de rentrer en Bachelor 3 à Innov Toulouse. À côté je suis également alternante en tant qu'analyste SOC de niveau 1 chez iTrust. Donc finalement, la question du secteur bouché de la cybersécurité, ça vous concerne. Vous êtes des jeunes experts qui arrivent sur le marché. Et donc, on va vous poser des questions pour savoir connaître un peu la température de ce qui se passe. Dans un premier temps, je voulais parler notamment de votre formation. Vous venez tous d'Innov Campus, donc c'est une formation qui est relativement récente. Est-ce que ça a été un point de question sur votre CV au moment des recrutements, notamment dans le cadre de vos alternances? Oui, dans nos cas, je pense que ça peut dépendre des zones géographiques, mais dans nos cas, avec Pauline, pourra rebondir dessus si elle le souhaite. J'ai pas eu particulièrement de questions par rapport à l'école, vu que c'est une école émergente. Elle a été très bien perçue par toutes les entreprises avec qui j'ai eu des entretiens. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. Nous, on n'a pas eu beaucoup de questions non plus sur l'école en elle-même, sauf peut-être... sur le cursus. Sur le cursus. J'ai eu quelques questions sur les compétences, effectivement, vues en cours. Okay. Quand on a commencé certaines missions, on m'a posé la question quelles sont les matières que tu vas avoir cette année? Est-ce qu'on pourra travailler sur tel et tel sujet? Est-ce que tu l'auras vu au préalable ou est-ce que tu vas devoir l'apprendre à l'entreprise, effectivement. J'ai pas eu autant de questions sur l'école. Mais c'était pas sur l'école, c'était vraiment sur les matières vues. Je pense que dans n'importe quelle école, ils m'auraient posé les mêmes questions. Donc au final, c'est la compétence, ce qu'on vous apprend qui va apprendre. Et donc du coup, ça pose la question, quelles sont les compétences qu'on est censé avoir aujourd'hui pour être un expert en cybersécurité, selon vous? Est-ce qu'il faut être un très bon développeur? Parce que c'est typiquement la chose à laquelle on pense en premier, peut-être à tort, mais je veux bien votre avis. Alors personnellement, moi, le dev, c'est pas du tout ma tasse de thé, donc non, il faut pas être un bon développeur, il faut savoir un minimum. C'est pas indispensable. C'est pas indispensable, mais ouais, c'est ça, c'est nécessaire pour comprendre les choses en cyber, mais non, il ne faut pas être un bon développeur pour être en cybersécurité. Alors je pense qu'il faut quand même avoir une certaine logique algorithmique pour avoir... Enfin, c'est plus une manière de penser et une manière de calculer, de gérer les solutions en fait. Un bon développeur ou très bon développeur, ça va être quelqu'un qui va faire du code très régulièrement. Je ne pense pas qu'il faille avoir ces qualités-là. Par contre, il faut une certaine logique et ça, on l'apprend avec le socle commun informatique de base et donc un peu de développement. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Non, je suis d'accord avec toi. On ne va pas faire de dev comme ceux qui sont en filière développement. C'est ça. Mais on va quand même en rencontrer dans notre travail ou on a besoin de comprendre ce qu'on rencontre aussi. Et ça reste un éventail très large, donc c'est nécessaire d'avoir ces compétences-là aussi. Parce qu'on travaille beaucoup avec des scripts ou même de la revue de code, donc c'est important de le comprendre, de savoir faire un peu d'automatisation.
Mais de là à faire une application complètement, je pense pas que ce soit indispensable. Donc finalement, il faut comprendre le langage, pouvoir discuter notamment avec des équipes de développeurs sans être soi-même un très bon développeur. Ça fait pas partie en tout cas du métier de la cybersécurité. On ne nous demande pas quotidien. d'être un développeur full stack pour pouvoir faire de la cybersécurité, si c'est ça la question. Ouais. Mais par contre, on nous demande quand même une certaine logique. Il ne faut pas avoir l'air ridicule quand on va aller sur certains sujets et qu'on va nous dire il faudrait automatiser telle et telle chose et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas aligner 3 lignes de code. Enfin, je pense que là, ça pourrait poser problème. Mais c'est tout. Ça dépend sûrement des sujets sur lesquels on travaille aussi. C'est ça, il y a tellement de métiers dans la cybersécurité que ça va être compliqué de dire il faut être bon en développement ou non. Il y a certaines filières, je pense, où il faut savoir bien coder et d'autres où c'est pas forcément utile. Bah ça, c'est hyper intéressant ce que tu me dis, Pauline. Il y a plein de métiers dans la cybersécurité. C'est tout à fait, moi je le partage, c'est tout à fait vrai. Il y a plein de métiers. Il y a quelques années d'ailleurs, j'avais vu passer, tourner un peu partout une cartographie des métiers de la cyber. Et je trouvais ça hyper pertinent parce qu'on retrouvait les métiers classiques auxquels on pense, qui sont plutôt techniques. Mais on voyait qu'il y avait beaucoup de métiers dans la cyber, et de plus en plus d'ailleurs qui rentrent, qui ne demandent pas nécessairement de compétences techniques. Ce qui m'amène d'ailleurs à la prochaine question. Quand on parle à des jeunes étudiants en cybersécurité ou quand on me demande qu'est-ce que tu veux faire dans la cyber, souvent on me parle du pentest. Voilà. Évidemment. Voilà. Le pentest en cyber, c'est un peu le Graal, c'est le truc qu'il faut faire. Est-ce que vraiment c'est le truc que tout le monde veut faire? Est-ce que c'est essentiel, c'est nécessaire? Vous en pensez quoi? Je partage justement à l'écran pour ceux qui nous voient un article justement qu'on a pu retrouver où on vous dit « Everyone wants to be a penetration tester ». Donc, grosso modo, tout le monde veut faire du pentesting. Est-ce que c'est vrai? Il y a beaucoup d'élèves qui veulent se diriger là-dessus. Je pense aussi il y a beaucoup de séries, beaucoup de films, il y a beaucoup de jeunes qui ont cette image-là de si je vais dans la cyber, il faut que je sois un hacker. Et qu'est-ce qui se rapproche pour eux le plus du hacker? Ça va être le pentester. Voilà. Et du coup, Incarner pour le eux, méchant, en fait. voilà. Et pour eux, c'est ludique aussi, donc ça leur plaît. Ouais. C'est normal. Enfin, c'est un ça jeu. leur paraît, Ça. leur paraît peut-être plus simple aussi que d'autres métiers, alors que ça l'est pas du tout. Je pense que c'est ce qui est mis en valeur parce qu'il y a un peu l'effet waouh quand on parle de pentester. Ouais. Et On pense à Robot, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais personnellement, je pense pas que ce soit une finalité en soi dans la cyber, le métier de pentester. C'est pas pour dénigrer le pentester, pas du tout. Mais ça peut être une porte d'entrée vers d'autres métiers, à mon avis. On n'est pas obligé de finir sa vie dans la cybersécurité en tant que pentester. Et on n'est même pas obligé de la commencer en étant pentester. Oui, non plus, ouais. Mais c'est une bonne porte d'entrée. Justement, il y a Georges qui pose la question, un profil marketing ou chef de projet peut-il travailler dans ce secteur ou faut-il forcément être technique? Alors, être ingénieur. Ça dépend le pentest qui est demandé. Il y a des pentests qui seront forcément beaucoup plus simples à faire que d'autres. Mais il faut un minimum comprendre son environnement, l'environnement du client, et avoir pas mal de compétences techniques quand même derrière. Oui, C'est la question. On peut peut-être parler de ça. On peut apprendre en autodidacte. Ça, c'est possible. Mais pour vraiment travailler là-dedans, je pense qu'il faut quand même une formation, il faut pouvoir se lancer et faire une réorientation. Enfin, je sais pas. Oui, à moins que tu sois vraiment passionné, autodidacte, il y en a ça. plein qui le font et ça marche très bien. Mais... De ce que j'ai vu, c'est beaucoup l'expérience qui fait en pentest, c'est à force de voir certains schémas que tu les reconnais et après tu t'habitues. Ouais, c'est tout simplement l'expérience qui prime. Moi, pour répondre un peu à la question que Georges a posée, je ne pense pas qu'il faille nécessairement être ingénieur. Typiquement, moi, j'étais pas du tout ingénieur de formation. J'ai même fait quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai fait des maths appliquées à l'économie. Et j'ai quand même commencé ma carrière en faisant du conseil en cybersécurité, plutôt en profil gouvernance. Donc, c'est-à-dire que voilà, j'étais consultante, je faisais de l'implémentation ISO 27001. Et pour le coup, je n'ai pas de formation en ingénieur. Donc, pour la personne qui pose la question, pour quelqu'un qui a un profil marketeur ou chef de projet, je pense qu'on peut tout à fait travailler en cybersécurité, soit en tant que chef de projet, soit également dans le marketing. Parce qu'à la fin de la journée, je le répète assez souvent, en cybersécurité, il faut de tout. Il faut des gens qui font de la cyber, il faut des gens qui vendent la cyber, il faut des gens qui font le marketing de la cyber. Ouais, une solution sans marketing, elle reste à sa place. Exactement. On n'en entend pas parler, c'est très simple. On n'en entend pas parler. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, qui demandait, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer une journée type pour vous? Une journée, alors je pense qu'elle sera très différente pour chacun d'entre nous. Je pense que c'est presque impossible de décrire parce que déjà, on n'aura jamais la même journée. Ouais, on n'aura pas selon où on travaille. Et même dans un même métier, enfin dans un même... Ça bouge beaucoup. Alors, vous expliquez un petit peu ce que vous faites sur vos secteurs, votre verticale. Moi, ça va être de l'analyse en temps réel du coup des alertes qui tombent sur le périmètre qui m'a été attitré. Donc, je vais les classer suivant des degrés de sévérité, donc qu'elles soient basses, médium, haute ou critique. Et je vais, suivant si je trouve ça, s'il y a des process qui rentrent en jeu qui sont assez suspects, je vais faire une analyse plus approfondie. Je vais pouvoir contacter le client pour lui dire les procédures qu'il doit mettre en place. Et si c'est vraiment beaucoup plus poussé, là je vais faire monter aux analystes de niveau N2.
ou alors si c'est encore plus haut, ça va remonter encore au N3, etc. Tu agis toi directement sur le périmètre du client si Non, il se passe on n'a quelque pas le chose droit de prendre la main sur leur infra. Et du coup, pour vous? Alors, personnellement, j'ai une tâche qui est quotidienne, donc ça, c'est vrai que c'est une journée type. Quand j'arrive, je me connecte le matin et je fais aussi de l'analyse. Donc l'analyse des attaques qui sont passées, des attaques en cours, avec pareil le degré de sévérité, s'il y a eu un impact, s'il n'y en a pas eu sur nos outils, etc. Tout ça, c'est de la gestion en fait et de l'analyse pour pouvoir calculer le caractère évolutif des attaques DDoS. Après, par contre, une journée peut être totalement différente selon les réunions qu'on va avoir, selon les clients qui vont nous appeler, etc. Ou alors même des nouvelles technos à mettre en place. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Une grosse attaque qui arrive d'un coup, une sirène qui se déclenche, et là, il faut le gérer au moment. En fait, on ne peut jamais prévoir vraiment ce qui va se passer. C'est ça, on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer. Alors justement, il y a Thomas qui mettait un commentaire que je trouve plutôt pertinent qui dit « Je travaille dans la cybersécurité depuis plus de 5 ans, j'ai donc vu pas mal d'alternants penser. Je pense que la meilleure qualité est simplement le bon sens, plus que la technique ou autre. Tout le monde peut travailler dans le domaine, mais c'est avec de la logique et du bon sens. » Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'une part, donc du coup, Thomas, je rebondis sur votre commentaire. D'une part, parce qu'on n'a pas aujourd'hui assez de profils pour répondre aux besoins. Donc, on prend aussi des profils qui ne sont pas nécessairement techniques en se disant « On va les former. » Et effectivement, le point commun entre toutes ces personnes, ça va être le bon sens, la capacité d'apprendre et de monter en compétences. Et je pense que l'envie d'apprendre. C'est ce qui nous demande souvent en entretien. Est-ce que vous avez envie de vraiment progresser, monter en compétences? Voilà, c'est ça la curiosité, c'est hyper important, je pense, en cyber. Peu importe le sujet de la cyber, parce que ça évolue tout le temps. Il y en a plein. C'est justement pour ça qu'il faut tout le temps être curieux. Avoir envie d'apprendre. Se renouveler tout le temps, c'est très important. Et se remettre en question. Oui. Alors, vous parlez justement d'envie et de curiosité, c'est une bonne question. Moi, j'entends souvent dans des conférences autour de la cybersécurité, justement quand on se plaint de la pénurie qu'on peut avoir dans ces métiers, de dire on n'arrive pas à attirer des jeunes, on n'arrive pas en fait à rendre la cybersécurité sexy. Finalement, quelque part, vous êtes le contre-exemple, parce que vous êtes plutôt jeune et vous êtes dans la cybersécurité. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit la cybersécurité, pas autre chose en fait? Moi, personnellement, je l'ai découvert à ma 2e année de BTS, parce que la cybersécurité venait d'être incluse dans le programme. Donc j'ai juste vu les bases, très peu de bases de la cyber. Je me suis dit, c'est quelque chose qui va me plaire, c'est sûr. Donc je me suis dit, je vais continuer ma formation dans la cybersécurité. Aujourd'hui, je suis en Master 2 et je suis passionné, et c'est un métier passionnant. Du coup, on a eu la même expérience. Parce que finalement, moi, j'ai eu un peu ça, c'est-à-dire que pour le coup, je ne connaissais pas du tout la cybersécurité. J'ai fait des maths appliquées. Et sur ma dernière année, on m'a introduit une matière en cybersécurité. Donc, je découvre ce monde que je ne connais pas. Je me dis, ça a l'air sympa. Donc, je suis un peu plus curieuse. Donc, finalement, il faut introduire. Il faut apprendre aux jeunes ce que c'est que la cyber. Il faut peut-être en parler. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent d'entrer ça au lycée? Moi, je pense qu'il faudrait, dès le plus jeune âge, en parler. Avec Anthony, Anthony qui est le fondateur, on a un projet avec Innov. Ça s'appelle Learn Cyber, c'est un projet de sensibilisation à la cybersécurité des jeunes lycéens ou pareil collégiens parce qu'ils sont forts sur la technologie. Donc on a commencé là, les interventions l'année dernière dans un lycée. On a touché plus de 600 lycéens et on a fait une vingtaine de classes. Une vingtaine d'interventions. Ouais. Parce que les lycéens ne se rendent pas compte du danger auquel ils peuvent se mettre. Parce que, ils mettent tout sur Internet, mais derrière, ils ne voient pas forcément les conséquences non plus. Et... Même au-delà du contenu qu'on peut publier, là, nous, notre vision des choses, c'était de sensibiliser les plus jeunes, dès le plus jeune âge, en fait, pour pérenniser les bonnes pratiques et la bonne parole cyber, pour que ça soit naturel, en fait, plus tard. Et donc, quand vous leur parlez, ils ont quel âge, à peu près? Les interventions qu'on a fait, ça va entre 16 et 18 ans. Ouais, dans ces eaux-là. 15-18, on va dire. Et quand vous arrivez pour leur parler de la cyber, ils en avaient déjà entendu parler ou pour eux, c'est complètement nouveau? Alors, c'est marrant parce qu'il y a un peu de tout. Il y en a qui en ont déjà entendu parler, et il y en a qui en ont vu sur les réseaux sociaux aussi. En plus, un petit peu tout ce qui est Flipper Zero, tout ce qui est gadget. Flipper Zero. Parce que ça fait parler. Et il y en a qui pas du tout, n'ont jamais entendu parler de ça et qui au contraire trouvent ça intéressant. Mais ils réagissent tous globalement bien quand vous leur présentez On n'a pas rencontré de problème. En général, ça va, ça se passe bien. Puis on essaye de rendre les choses un peu ludiques, de les faire interagir le plus possible. Faites quoi, par exemple on peut leur montrer, par exemple, on va leur montrer les gadgets. On reste quand même, on leur dit pas les sites ou les techniques. On leur donne pas des hacks. On reste très dans la globalité.
Mais on va leur montrer des petits tips ou des choses, comment sécuriser son mot de passe, etc. On va leur montrer tout ça, des gestionnaires de mots de passe, comment mettre en place des petits tips pour avoir des bonnes pratiques. Ouais, c'est des sessions courtes d'1 heure, donc on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut initier à certains sujets. Donc ouais, les mots de passe, la MFA, des sujets simples pour nous, en Vous fait. faites de la prévention aux INT aussi ou... On a développé un module d'OSINT, ouais. D'accord. Et donc là, ils pratiquent directement, ils font de l'OSINT sur une fausse C'est personnalité qu'on a créée. Ça, on a créé du Ça, c'est contenu hyper aussi. ludique, Ouais, ça doit ça, leur c'est plaire sympa. énormément. Ouais. Ça leur plaît énormément. Ouais. Et puis on essaye de les challenger un petit peu, donc c'est c'est cool. super sympa. Alors, il y a Stéphane qui met un commentaire, donc Stéphane que je connais, qui a plusieurs dizaines d'années d'expérience en cyber, donc qui dit « La journée type d'un professionnel de la cybersécurité, se préparer à l'attaque à venir, survivre à l'attaque en cours et recommencer le lendemain. Ah oui, oui. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ah oui, Ah oui, oui. bon, une bonne nuit de sommeil est nécessaire. Alors, du coup, tu m'as expliqué comment toi, t'es rentrée dans la cybersécurité. Je serais curieuse de savoir comment vous deux, vous êtes rentrés dans la cybersécurité, parce que souvent, on dit que les femmes ne sont pas attirées par ces métiers, qu'on n'arrive pas à capter des femmes en cyber. Je sais pas si je parle en mon nom parce que je veux pas parler au nom de toutes les femmes non plus, mais personnellement, c'était pas que je n'étais pas attirée. Moi, on m'a présenté la cyber. J'étais partie pour un cursus informatique classique parce que j'aimais les ordinateurs, je voulais être là-dedans. Mais je me suis toujours dit, la cyber, c'est l'élite, je fais pas partie de l'élite. Donc j'étais dans ce contexte-là. Déjà en informatique, c'est un peu compliqué étant une femme, et en fait, je pense qu'on est cantonné à cette idée que de toute façon, on doit se limiter à ce qu'on peut faire, on va dire, ou ce qu'on croit pouvoir faire, et pas au reste. Alors qu'en fait, la cybersécurité, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ce qu'a essayé de me faire comprendre un professeur. Et c'est Toujours, grâce il y a toujours un professeur. Voilà, comme toujours ça. un bon Voilà, professeur c'est dans le exactement. lot. Et il y a toujours quelqu'un qui vient nous dire non, tu peux le faire en fait. Et c'est ça qui m'a aidé à vraiment voir plus clair sur l'avenir en soi. Et c'est ce qui m'a ouvert toutes ces portes, et ce qui m'a ouvert les portes de mon entreprise aussi. Et ce qui me permet de m'épanouir actuellement. Parce que sinon, je pense que je ne serais jamais allée vers la cybersécurité et je serais passée à côté de certainement ma vocation. Et toi, Mélanie? Moi, ça a été un petit peu plus, on va dire, aléatoire, si je peux me permettre. Moi, j'étais dans les sciences, vraiment la biologie, plus devenir chercheur, les neurosciences. Sauf que je m'étais dit, j'avais bien envie de faire détective privé. Sauf qu'il fallait forcément faire des études avant, au moins 2 ans. Et j'avais pas spécialement envie d'aller en droit. Et j'ai eu une discussion avec un membre de ma famille qui m'a dit pourquoi tu n'essayes pas la cybersécurité? Et du coup, j'ai commencé à regarder, je m'y suis intéressée et au final, j'ai plongé dedans et c'est fini. Et on se rend vraiment compte que c'est toujours grâce à quelqu'un d'annexe en fait, qui vient nous présenter le sujet. Donc comme quoi, il y a un vrai travail à faire en termes de, si je peux utiliser le mot, peut-être de rôle modèle quelque part. C'est-à-dire d'avoir des personnalités qui vont évangéliser, qui vont sensibiliser, qui vont démocratiser cette thématique et puis quelque part aussi donner envie à des jeunes de venir voir ce que c'est que la cybersécurité. Pourtant, dans mon cas, la personne qui m'a montré ce sujet-là, elle s'y connaissait pas du tout, elle l'avait juste entendu parler sur Internet et c'est vraiment pas un milieu qu'elle touche du tout. Mais au final, c'est vraiment juste ces quelques mots qui ont suffi à me lancer dans le milieu. Alors tout à l'heure, justement, on parlait du pen testing comme étant un peu le Graal de la cyber. Vraiment pas tant que ça, mais comme étant le Graal de la cyber. Quels sont les métiers les plus plébiscités, selon vous, en cybersécurité? Du coup, le pen test. À part le pen test. Et après, je parle en mon nom parce que du coup, je l'ai vécu, mais analyste SOC, c'est énormément plébiscité. Mais... Et qu'est-ce qui attire exactement? Pourquoi? Donc, je pense que c'est un métier qui est plus facile, je dirais, d'accès au départ. Et ça reste ça reste du technique, donc c'est très apprécié, je pense, pour la plupart des gens. Et on touche un peu à tout, on apprend quand même pas mal de choses, et il y a une possibilité aussi d'évolution derrière, qui est assez attrayante. Ça doit être très formateur, oui, l'analyse SOC. Surtout quand tu as des attaques. Ah, t'as fait ça? J'ai failli. Ah, t'as failli, ok. Ouais, ça doit être bien formateur, ça doit être super intéressant. Donc là, tu es obligé de tout connaître si tu veux pouvoir traiter correctement. Et puis beaucoup de veille, être au courant de tout ce qui se passe à chaque fois. Parce que... Donc ça te permet de monter en compétence assez rapidement au final, si tu fais de la veille. Et alors, moi justement, je vois qu'on me pose beaucoup de questions, notamment autour de la reconversion. Est-ce que vous, typiquement, dans vos boîtes respectives, vous en avez rencontré, ou peut-être dans vos carrières jusqu'à présent, est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont fait de la reconversion en cybersécurité? Oui, moi j'ai rencontré des gens qui ont fait des reconversions. Après, c'était... pour donner 2 exemples assez différents, il y en a un, il faisait boulanger avant. Donc rien à voir. C'est vraiment rien à voir à 360 degrés. Maintenant, il est développeur. Donc il a fait un bon petit chemin.
Et un autre, ça restait dans le monde de l'informatique, mais pareil, développeur aussi. Ok. Mais franchement, ils sont très bien adaptés à l'entreprise aussi. Et de votre côté? Bah là, de tête, j'ai pas de nom qui me viennent. Il y a Thomas, quelqu'un de notre promo qui était commercial avant, qui faisait du porte-à-porte et qui s'est reconverti dans la cybersécurité dans notre promo. Donc du coup, c'est la promo, c'est quoi la formation? Parce que j'entends en fait, on me demande quelle est la formation qu'on peut faire quand on veut se réorienter. C'était le Bachelor 3 informatique, ouais. option cybersécurité. Ok. Et pour la petite anecdote, il avait 35 ans quand il a repris les cours en fait. Il était gestionnaire Il y en d'agence. a quand même pas mal. Hein. J'en ai une dans ma classe Et aussi en première année. il Il a repris tout depuis le début et qui a Ah ouais, fait non, 30 c'est ans. courageux de faire ça. C'est très courageux. Oui. Ok. Et là, du coup, il s'y plaît parce qu'il continue en master. Et puis, il s'y plaît complètement. D'accord. Alors moi, pour ma compréhension, parce que je comprends que toi, tu es en troisième année. Non, toi, tu es en troisième Je suis en année. troisième année. Tu es en master. Master 2. Master Et 2. Master 2. Donc finalement, si je comprends bien, à partir de la troisième année, on peut être en alternance. Donc Oui. on est professionnalisé assez rapidement dans le cursus. Et donc vous avez dans vos promos respectives des personnes qui se sont reconverties. Donc on peut se reconvertir vers la cybersécurité, reprendre ses études dans une formation comme celle d'Innov Campus et avoir en parallèle donc des alternances pour pouvoir avoir et des cours et de l'autre côté un cursus qui est professionnalisant, Tout à fait. être sur le terrain et monter en compétences directement. C'est ça. Ok. Donc finalement, la cybersécurité reste quand même ouverte. Hein. C'est Oui, Oui. c'est un milieu très ouvert. C'est accessible. accessible. Alors, c'est un bon mot que tu viens de me donner, puisque finalement, la question, c'est est-ce que c'est un secteur bouché? C'était un petit peu le sujet qu'on avait. Est-ce que pour vous, c'est un secteur Pas du bouché? Pas du tout. En termes de recrutement, Oui, par parles. exemple. Bah, moi, je pense que non. Bah, typiquement, pour mon entreprise, on essaye de recruter pas mal de gens. Et c'est compliqué de recruter. Parce qu'il y a beaucoup d'offres, mais peu de demandes, en fait, de la part des entreprises. Enfin, des salariés qui cherchent un emploi dans la cyber. Donc, je pense que c'est bouché, mais pas dans le bon sens. D'accord, donc c'est bouché, mais finalement, pas dans le fait qu'on ne trouve pas d'emploi, c'est plutôt qu'on ne trouve pas de candidats. Ouais. Après, on entend quand même beaucoup de gens dire qu'ils n'arrivent pas forcément à trouver des emplois. Du coup, ça laisse poser la question parce qu'on sait très bien que les entreprises cherchent. Et de l'autre côté, on a aussi des gens qui cherchent un emploi, mais ils n'arrivent pas à se rencontrer. Il y a beaucoup l'effet de freelance aussi qui se fait de Oui. plus en plus. Et dans la cyber, moi, j'en vois beaucoup, surtout pour le pentest aussi. Ou Il y en a d'auditeurs. beaucoup qui font leur propre boîte. Ouais. D'auditeurs, il y en a beaucoup qui se lancent en freelance. C'est peut-être aussi pour ça. Je sais Ok. pas. Alors, du coup, c'est vrai qu'il y a des questions que je vois sur la reconversion. Donc, moi, je vais aussi me permettre d'apporter ma petite pierre à l'édifice de ce débat. De ce que j'ai pu constater jusqu'à présent, les personnes qui avaient fait des reconversions avaient fait effectivement le choix de revenir en fait en établissement scolaire. Parce que vous avez parfois des formations qu'on peut avoir en ligne. D'ailleurs, quelqu'un parle d'une formation Google. Je sais qu'il y en a qui se font. Il y a aussi des formations via l'ANSSI. Mais il est vrai que ceux que j'ai pu revoir, moi, dans le cadre du travail en tant que consultante, que je revoyais sur le terrain chez des clients, c'est des personnes qui effectivement avaient fait le choix de reprendre des études et de se faire accompagner par les écoles en question. Oui. C'est vrai que la cybersécurité, jusqu'à présent, j'ai remarqué que c'était un métier dans lequel on avait très vite des alternances. Moi qui ai fait des études très tournées recherche, en général, on ne nous permettait pas de faire des alternances. Mais dans la cybersécurité, dès la deuxième, voire la troisième année, on vous jette un peu dans le bain pour vous permettre en fait, d'être directement sur le terrain. Et c'est pour ça que c'est vrai que de se rapprocher d'un établissement scolaire qui permet directement de vous placer auprès du client et de vous accompagner pendant vos études tout en ayant à côté justement la possibilité de travailler et d'être directement en milieu professionnel, c'est très 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 formateur et ça permet justement de permettre beaucoup plus facilement cette transition, en tout cas vers le monde de la cybersécurité. Alors, est-ce que vous préférez travailler dans des grands groupes ou dans des petites structures? Après, ouais, Grande question. question C'est pas la même manière de faire. Oui, Non, pas du tout. ça C'est dépend de ce que tu recherches en C'est très particulier. personnel, je pense, comme façon de voir les choses. Moi, je sais que je préfère travailler dans un grand groupe pour plein de raisons. Je sais pas, par la stabilité, le fait de... Ouais, il y a une histoire aussi de l'entreprise. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un peu important. Le aussi. storytelling, C'est ça. la culture d'entreprise. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la culture d'entreprise que j'aime beaucoup. Être dans une équipe qui va ajouter, comme on l'a dit tout à l'heure, une pierre à l'édifice de quelque chose de beaucoup plus grand. Puis voilà, il y a plein de choses qui vont avec aussi, il faut se le dire. Il y a pas mal d'avantages à travailler dans un grand groupe. Et surtout, oui, la stabilité de se dire que c'est pas une start-up qui peut à tout moment nous dire on peut plus. C'est plus possible. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Mais après, ça dépend ce qu'on recherche, vraiment. Parce que niveau montée en compétence, je pense que je peux te laisser la parole là-dessus. Moi personnellement, je suis d'accord avec toi, un grand groupe ça peut être bien parce que tu vois pas mal de choses, mais moi je préférerais travailler dans les PME parce que tu vas peut-être voir moins de sujets en profondeur, mais tu vas en voir plus,
ton panel de compétences va beaucoup grandir. Tu peux prendre plus d'actions. Ouais, c'est ça, tu peux faire plus de choses, tu es un peu plus touche à tout. Il y a moins d'hyper-spécialisation. Oui, c'est ça aussi. Dans les grands groupes, il y a beaucoup de... On cherche quelque chose de précis, on va te former à quelque chose de vraiment précis. Ça. Et en fait, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort de ça, on peut vraiment mettre la ligne sur le CV et dire, voilà, là-dessus, on sait qu'on est spécialisé. Et ça, je pense que c'est bien une fois que tu sais ce que tu veux faire. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai choisi une petite boîte, du coup, Alistic, une PME, exprès parce que du coup, je pouvais toucher à tout. Que ce soit pour l'évolution, parce que j'ai fait de la supervision de parc. Là, je gère des nouveaux produits, responsable sécurité email, gestionnaire de mots de passe. Maintenant, je fais de la sensibilisation aussi pour des grands comptes, pour des entreprises. Et en fait, je touche à tout. Et je pense pas que dans une grande entreprise, j'aurais pu faire autant de choses en si peu de temps. En fait. Ça, c'est vrai. Tu disais la culture de l'entreprise, justement, participer à faire grandir cette culture d'entreprise. Oui. C'est pour ça que je trouve que c'est... Être au début de l'histoire, en fait. Ouais, c'est ça. Participer à la montée de l'entreprise. Je trouve que c'est une belle expérience. Je comprends totalement vos deux points de vue, parce que c'est vrai que quand on est dans une grande entreprise, on a un petit maillon. Donc, on est spécialisé sur quelque chose, de la chaîne entière, on a un petit bout. Donc, quand on veut se spécialiser, c'est très bien. Et par contre, on va avoir des personnalités, typiquement peut-être comme la tienne, qui aiment bien faire de tout et toucher à tout. Et ça, on va le retrouver soit dans des startups, soit dans des petites entreprises où en général, vous faites un truc et son contraire, dans la même journée, vous avez 3-4 casquettes différentes. Donc tout dépend effectivement de vers où on veut aller et comment on veut évoluer. Parmi les questions que je vois, notamment, il y a quelqu'un qui demandait, qui mettait plutôt en commentaire, qui disait le marché est compliqué pour les personnes ayant moins de 3 ans d'expérience en cyber. Passé ces 3 années, la dynamique change. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, j'ai un avis, mais je veux bien avoir votre avis. Je pense que ça dépend ce que tu as fait. Nous, l'avantage avec Innov, c'est que dès la première année, on avait pas mal de projets. L'école mettait en place pas mal de projets. On a fait des pentests, des audits de conformité. Et je pense que dans toutes les écoles, on ne fait pas ça. Et donc, sur le CV, c'est beau d'avoir ça. Même des CTF. Même si au début on n'est pas forcément bon, c'est beau de voir ça. Et pendant les entretiens que j'ai pu faire, moi, c'est quelque chose sur lequel on me questionnait beaucoup. Parce que je venais d'arriver dans la cyber et j'avais déjà pas mal d'expérience avec l'école. Et donc il y avait beaucoup de questions là-dessus. On a la possibilité de gérer des projets aussi, avec nos White Days par exemple, avec les projets donc, tout au long de l'année. On peut être chef de pôle, chef de projet, on peut être dans un projet aussi. Et ça, c'est très bien. C'est pareil, des lignes sur le CV qui vont venir un peu... taper dans l'œil de celui qui va essayer de nous embaucher et qui va nous poser des questions. Pourquoi chef de projet? Alors qu'on est en école, qu'on est en 2e année, comment c'est possible qu'il y ait écrit chef de projet quelque part? Et là, on peut débattre sur le fait que oui, c'est le petit titre à notre échelle de l'école. Et en fait, on a géré pendant 1 an tout un petit projet. On a essayé de le mener à terme et ça peut aider. Ça va faire la 3e année pour nous. Voilà, typiquement. Finalement, il n'a pas tout à fait tort, Thomas. C'est juste que c'est là où il faut peut-être bien sélectionner l'école qui t'accompagne, parce que c'est l'école qui va te donner quelque part cette expérience. Donc tu sors de l'école sans avoir eu de CDI réellement, mais de par les différents projets qu'il y a pu avoir et l'alternance. Et l'alternance, finalement, on arrive avec de l'expérience. Je suis d'accord parce que moi, j'ai finalement la même chose, parce que l'année où j'ai fait de la cybersécurité, c'était dans une école d'intelligence économique pour le coup, où on avait cette histoire de projet. Donc pendant toute l'année, on avait un projet qui était fait, on était chef de projet. D'ailleurs, j'ai ça sur mon CV, chef de projet massif. Mais en fait, c'était quelque chose qui se faisait avec l'école. Donc l'école nous avait accompagnés. Et c'est vrai qu'arrivé au moment de l'entretien, comme moi, j'ai fait mon entretien en tant que consultante en cybersécurité, on m'avait beaucoup questionné sur cette année-là, sur mon rôle en tant que chef de projet, ce que j'avais délivré aux clients. Et je me souviens m'être fait la remarque que, ne serait-ce que dans les termes, la façon d'expliquer, ça change. Parce que je disais des choses comme livrable, propal, des mots qui sont très professionnels qu'on apprend en général quand on est sur les terrains, mais qu'on a pu apprendre dans le cadre de ces projets-là et qui tout de suite donnent peut-être une apparence plus professionnelle avec une expérience derrière. Donc j'entends tout à fait ce que vous dites. En termes d'alternance, est-ce que c'est difficile de trouver une alternance en cyber? Alors moi, j'ai pas eu de difficultés particulières, mais je sais que, j'en connais beaucoup qui ont dû arrêter carrément une année parce qu'ils ne sont pas trouvés. Ah oui. Donc c'est finalement. Je pense que c'est compliqué de trouver. Mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent une alternance et certes, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui prennent des alternants, mais il y a un entre-deux où ils ne peuvent pas prendre tout le monde non plus et ça reste compliqué. Puis il y a aussi l'histoire de l'âge qui rentre en jeu aussi parfois où certains ils préfèrent des personnes plus jeunes parce que ils vont forcément les garder plus longtemps et pouvoir vraiment les mettre dans l'esprit de l'entreprise. Ça dépend de la vision qu'a l'entreprise sur l'alternant, puis même ta propre vision que tu as sur l'alternance. Il y a des entreprises qui recherchent vraiment ça.
pour pouvoir façonner l'alternant un peu à leur image et qu'à la sortie, ils soient vraiment un pur produit de cette entreprise et qu'ils puissent intégrer l'entreprise de manière beaucoup plus facile. Ça peut être une vraie plus-value pour certaines entreprises. Donc des fois, c'est très facile de trouver, comme d'autres où ça peut être plus compliqué. Donc si on pense aux gens qui font de la reconversion, ça peut être un peu plus compliqué pour eux de trouver une alternance. D'accord. Alors justement, il y a Vincent qui pose la question, il dit, est-ce que Innov peut proposer ou orienter vers une entreprise pour démarrer une alternance? Ils ont des partenariats. Okay. Ils ont des partenariats avec plein d'entreprises et c'est grâce à Innov que la plupart des étudiants trouvent. Et puis, ils cherchent vraiment pour les étudiants. Enfin, j'ai vu plusieurs de mes amis qui avaient quelques problèmes et ils sont vraiment derrière à dire bon, on va chercher avec toi, on va essayer de contacter des entreprises et il y a des job dating qui sont mis en place. Il y a quand même énormément de choses qui font que si on est motivé, oui, on peut y arriver. C'est quoi les job dating qui sont mis en place du coup? C'est des journées, sur toute la journée, ils font venir plein d'entreprises avec donc des RH qui viennent pour le recrutement. Okay. Et tous les élèves sont conviés. Enfin, tous les élèves, ceux qui cherchent une alternance et qui peuvent évidemment pas les premières années, mais les élèves concernés qui peuvent venir déposer leur CV, parler, montrer leur envie d'apprendre dans cette entreprise par exemple, faire le tour, voir lesquels correspondent le mieux à leurs envies, puis postuler et espérer être pris et recontacter. C'est bien que l'école elle fasse ça parce que ça peut permettre à des jeunes qui n'osent pas aller dans les salons ou qui n'arrivent pas à prospecter, parce que c'est un peu de la prospection, sur internet ou dans les salons, de voir directement les entreprises, parce que c'est les entreprises qui viennent à l'élève en fait. C'est peut-être bien de ce point de vue-là. Alors il y a Philippe qui pose la question, est-ce qu'il faut mettre en avant certains soft skills? Ah oui, c'est le plus important. C'est devenu très important. Maintenant, avant, peut-être il y a quelques années, c'était vraiment plus sur la technique. Mais là, on a largement évolué. Et si on n'a pas aussi les soft skills qui vont avec, ça devient compliqué. Ouais. En fait, c'est la première question qu'ils nous posent en entretien. Enfin, c'est la première qu'on m'a posée. Alors oui, vous avez des compétences, mais soyons honnêtes. C'est ce qu'ils m'ont dit, soyons honnêtes. Hein. Vous allez rentrer en 3e année. Vous n'avez pas les compétences requises. Oui. Donc c'est normal, on est là pour former aussi, l'alternance c'est fait pour ça. Alors pourquoi vous prendrez-vous? Bonne question. C'est là qu'il faut se vendre et qu'il faut dire, voilà, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être chez vous, les compétences aussi, par exemple je sais parler anglais, j'aime le contact avec les autres, j'aime l'intégration dans une équipe. Enfin, il faut se renseigner aussi sur l'entreprise, savoir un peu ce qu'elle fait, pouvoir dire, voilà, j'aime votre style de management par exemple. Et après, c'est justement les projets qu'on fait derrière qui peuvent prouver, nous dire aussi. Hein. Parce que si tu as fait chef de pôle, tu as forcément des capacités oratoires, tu sais gérer des équipes. Le stress. Parce qu'en cybersécurité, c'est important. Comme on dit, il y a des attaques tout le temps, donc il faut savoir dire bon. Gérer son stress, réagir en situation de crise. Alors moi, je suis bien d'accord sur les soft skills, voire même plus important que la technique. Pour le coup, moi, quand j'ai commencé en conseil, je me souviens de mon premier entretien chez le client. Donc c'était le CISO du groupe, je ne vais pas donner le nom, parce qu'en plus maintenant, parfois, je le vois sur certains de mes événements. Et donc du coup, j'étais prise pour faire de l'implémentation ISO 27001. Donc moi, l'implémentation ISO 27001, donc je l'avais lu de long en large, de travers, cette norme, je la connaissais par cœur. Et pendant l'entretien, je me souviens ce qu'il me dit. Il me dit, déjà, il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Donc, ok, vous la connaissez par cœur, mais vous ne l'avez jamais pratiquée. Donc, pourquoi je devrais vous prendre? Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que le soft skills un peu que j'ai mis en avant, c'est que j'ai rebondi sur la question. J'ai montré que j'étais motivée, comme tu l'as dit, Pauline. J'ai montré que j'étais curieuse et que j'étais prête à monter en compétence. C'est-à-dire que certes, je ne l'ai pas appliqué, mais que je suis en mesure de le faire, que j'ai envie de le faire. Et je pense que rebondir sur une question comme ça, c'est quelque part un soft skill. C'est-à-dire, je ne me suis pas laissée démonter. J'ai montré que j'ai continué dans la conversation, j'ai montré que j'avais de l'assurance, et ça joue. Entre deux candidats, ça joue, parce que comme tu le dis, on n'est pas censé arriver sur le marché du travail avec toutes les compétences du monde, et on va pas se mentir, le recruteur le sait. Il va prendre évidemment le plus compétent qu'il a en face de lui, mais il ne s'attend pas à avoir quelqu'un avec 10 ans d'expertise derrière. Donc c'est plutôt la capacité de la personne à monter en compétence, à répondre aux besoins clients. Typiquement, moi j'avais fait du conseil, donc quand tu es consultant, tu es envoyé chez le client, donc il faut être capable de discuter avec lui, il faut être gentil, agréable, il faut s'exprimer bien, il faut représenter l'entreprise. Donc pour un consultant, ce sont des qualités qu'on recherche. Alors, Jade qui posait une question. Attends, ça bouge. Il y a beaucoup de commentaires, donc ça bouge beaucoup. J'aimerais demander, en tant que femme, ce secteur d'activité pose-t-il problème? Comment on est en tant que femme dans la cyber? Voilà. C'est une vraie question.
C'est une très grosse question. Pour donner un chiffre, si je ne me trompe pas, aux dernières nouvelles, on était 11% de femmes dans la cybersécurité. En tout cas, autour de un peu plus de 10%, ce qui reste très très faible dans nos métiers. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? Ah oui, ça, on croise rarement une autre femme. Sur une classe de 43 élèves, je suis la seule. Donc c'est un peu... Ouais, on est habitué après, hein, dans mon équipe aussi, au boulot, je suis la seule. Et dans la cybersécurité, est-ce qu'on voit que c'est une problématique? Est-ce qu'on sent qu'en étant une femme, on a peut-être plus de difficultés ou pas? Dans l'informatique en général, c'est une vraie problématique d'être une femme, mais pas pas sur l'aspect technique. Moi, si je me trompe, mais c'est pas sur l'aspect technique, c'est plus sur l'aspect relationnel, où des fois on se sent illégitime. Non, parce que le technique, tu peux le montrer, il n'y a pas de souci. Une fois que tu as montré que tu étais capable. Et puis ça s'apprend. Oui, en plus ça s'apprend. Mais des fois, on a l'impression qu'il faut prouver plus en étant une femme, qu'il faut pouvoir dire j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et au moins, comme ça, vous voyez que c'est bon. Alors que. Relationnel, tu peux pas changer ce que la personne en face de toi pense. Voilà. Des fois, c'est un peu compliqué. Des fois. On est avec des personnes qui ne pensent pas forcément que du bien. Voilà, ça peut être parfois difficile. Même dans une école, même sur le lieu professionnel, ça peut arriver n'importe où. Alors personnellement, moi je trouve que j'ai de la chance et à l'école et dans le milieu professionnel là-dessus, mais ça peut des fois ne pas être simple. Je sais que nous, on n'a pas de filles dans notre classe. Depuis le Bachelor 3, on n'a pas eu de filles dans la classe. Et dans mon entreprise, on est une quinzaine. On avait une seule femme dans l'entreprise, pas technique du coup. Et puis là, on en a une deuxième qui vient d'arriver en alternance. Mais c'est vrai que même dans une équipe, en dehors du travail, ça fait du bien d'avoir des filles dans le groupe. En fait. Bien sûr. Ça ajoute quelque chose à la mentalité du groupe, puis même la discussion. C'est hyper intéressant. Alors moi, si je devais donner mon expérience, est-ce que c'est difficile d'être une femme dans la cybersécurité? Je pense que les choses changent. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont très contents de voir des femmes arriver, d'ailleurs, qui ouvrent des portes. Il y a de la misogynie, mais comme partout, je pense. Malheureusement, la misogynie, on les retrouve partout dès lors où on commence à avoir des responsabilités, en fait. C'est un peu la question que tu disais tout à l'heure sur la légitimité. C'est vrai que les femmes peuvent avoir cette tendance à ne pas se sentir légitimes. Moi, je l'ai vu notamment lorsque j'invite des intervenantes en cybersécurité, où vous allez avoir des personnes avec 20, 30, 40 ans, alors pas 40 ans, je ne sais pas si la cyber vraiment existait de telles, mais de 10 à 20 ans d'expérience, qui vont nous dire, écoutez, moi je me sens pas légitime, je vous renvoie peut-être plutôt vers un collègue. Et c'est vrai que là, il y a aussi un travail à faire de se sentir un petit peu plus assuré. Typiquement, vous, Mélanie, Pauline, vous êtes quand même en train de faire des métiers et des études qui sont techniques. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de femmes dans la cybersécurité, voici le contre-exemple juste avec moi. Il y en a peu, on va pas dire qu'il y en a pas, mais il y en a peu. Il y en a peu, mais justement, je pense qu'il faut prendre la parole. Ce que vous avez fait aujourd'hui de venir prendre la parole sur cette émission, c'est une manière aussi d'attirer des jeunes. Parce que je pense que si Jade pose la question, c'est peut-être que Jade, qui est aussi une femme, a peut-être envie de se tourner vers la cybersécurité et de pouvoir voir aussi des femmes dans ces métiers-là. Ça va donner envie à des jeunes filles de pouvoir rejoindre cet écosystème-là. Oui, il faudrait que les femmes en parlent plus. Il faudrait qu'il y ait plus de dialogue là-dessus, que des interventions aussi pareil, dans des écoles, des choses comme ça, pour dire les filles, vous pouvez venir en fait. C'est possible, c'est même voulu, c'est souhaité. Tout à fait. Alors, il y a Laetitia qui pose la question, est-ce que vous êtes amenée à évoluer dans un contexte international ? Donc la cyber... La cyber, oui, ça reste très ouvert. Dans tous les cas, je pense qu'on n'a pas le choix. Ouais, parce que finalement, il n'y a pas de frontières, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Puis même on travaille avec des équipes partout, c'est vrai que ça peut être... Je travaille avec des équipes dans le monde entier. Oui, nous aussi. Je pense qu'on travaille tous plus ou moins... Les acteurs de la cyber en général, il y a beaucoup les Américains, l'Europe aussi. L'anglais est important. Oui, c'est très important. On ne peut pas se restreindre à la France. Non. C'est vrai, absolument. Alors, est-ce que... Alors moi, je sais que l'une des choses qu'on me répète assez souvent, c'est que dans la cybersécurité, on est très bien payé. Et donc il faut aller dans la cybersécurité parce que c'est un marché apparemment dans lequel les salaires sont un petit peu plus élevés qu'ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que la cybersécurité, c'est un marché qui a des salaires plus élevés que dans d'autres secteurs d'activité ? C'est mentir de dire le contraire. Oui, c'est clair. Ce serait un mensonge après dire qu'on est... Qu'on est tous là pour ça. Non, c'est... Parce que franchement, aller dans ce secteur-là, si c'était que pour l'argent, ce serait quand même un peu compliqué. Voilà, ça serait compliqué. Ouais, ça dépend de la mentalité des gens. Je pense qu'il y a pas mal de secteurs qui payent bien. Oui. Après, la cyber, c'est un peu un métier passion. Je partage pour ceux qui sont à distance, notamment... alors la prochaine, ça sera sur l'automatisation. Je te laisse continuer. Je pense qu'il faut aimer la cyber, c'est un métier passion. Après, forcément, le salaire joue aussi. Je ne vais pas mentir, je ne serais sûrement pas en cyber si ça ne payait pas. Mais c'est un métier passion avant tout.
Alors, grande crainte ou fausse crainte, la question de l'automatisation. C'est vrai que quand on parle de l'IA, alors on a l'IA qui est utilisée pour rendre plus difficile à détecter certaines attaques, on l'utilise dans des actions malveillantes, mais on pense aussi à l'automatisation. Est-ce que vous pensez que l'automatisation va par exemple tuer le pentester ? Non, ça reste un outil, ça peut soulager des charges, ça peut permettre à des équipes de se concentrer sur d'autres projets, sur d'autres questions. Et ça remplacera jamais l'humain qui derrière va vérifier, qui a une logique particulière. Je pense que c'est un outil sur lequel il faut s'appuyer. Après, niveau automatisation, par exemple, pour le pentest, on avait déjà des scanners de vulnérabilité. C'est pas pour autant que ça remplaçait un pentester. Au contraire, ça permet de faire évoluer en fait, vraiment. Ouais, c'est ça. De faire d'autres choses à côté, de pouvoir, comme dit Mélanie, d'acquérir de nouvelles compétences même, par exemple, de développer le pentest, de ne pas le limiter à ce qu'on fait actuellement, de pouvoir faire plus de choses, de pouvoir avoir des visions plus larges et peut-être... Puis dans un pentest, ce qui est important, c'est le rapport et aussi la restitution avec le client. Une IA, elle va peut-être être... moins direct. Une IA, ça va juste générer un rapport. Ça va être moins humain, elle va moins parler des problématiques de l'entreprise. Ça sera beaucoup moins bien pour une restite en fait. Puis si jamais un pentester il découvre une nouvelle vulnérabilité, c'est pas une IA qui va le faire derrière, elle pourra pas. Donc on a quand même besoin de l'humain derrière. L'humain est indispensable en cybersécurité, j'en suis persuadée. Je pense que ça va rester pendant encore très très longtemps. En tout cas, je l'espère. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'outils automatisés en fait pour rechercher les vulnérabilités sur les sites. Mais c'est pas pour autant que ça remplace le pentest, à mon sens. J'avais des experts qui disaient ça justement sur une table ronde autour de l'IA, qui disaient bon, c'est vrai que depuis 2 ans on parle beaucoup de l'IA avec ChatGPT, mais qu'en réalité, faire peur au final. Voilà, mais qu'en réalité, dans la cyber, on a toujours eu, on a depuis très longtemps en fait de l'IA injectée dans des solutions, de l'IA en fait d'automatisation. Donc c'est pas si nouveau que ça pour nous en cybersécurité. Et après, je suis d'accord avec ce que tu dis, Pauline, et puisque vous avez dit un petit peu, c'est-à-dire que l'humain restera central et ce sera un bon outil. Ça permet d'aider, ça permet de gagner du temps, mais ça remplacera jamais, ou en tout cas ce que j'entends, ça remplacera pas un pentester ou un analyste SOC ou autre en fait. Ça va venir vous aider, vous décharger un petit peu. C'est ça. Alors, d'où proviennent aujourd'hui vos professeurs en règle générale? C'est des praticiens, des théoriciens, ils font quoi? Des professionnels. C'est-à-dire professionnels. Ils sont directement dans le domaine et c'est pour ça aussi que je pense qu'Innov, qu'on a de la chance d'être à Innov, c'est qu'on a pas, c'est pas pour critiquer les profs, mais on n'a pas que des profs, on a des gens qui sont dans le métier, qui pratiquent toujours. Et ils sont au fait des dernières actualités en fait, de leur domaine. Et c'est bien parce qu'ils nous le retranscrivent bien en cours. En tout cas, nous, on a cette chance-là. Et on est très content du coup d'avoir des formateurs qui sont dans leur domaine de prédilection. Parce qu'on apprend des meilleurs en fait, tout simplement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Non, je suis d'accord. Oui, c'est totalement. Puis ça nous aide aussi à avoir peut-être des portes d'entrée dans certaines entreprises. Ça nous aide à avoir des contacts aussi, ce qui est très important. Dans tous les milieux évidemment, mais en cyber, je trouve que c'est très important aussi. Ouais. Et alors moi j'aurais une question. Typiquement, est-ce que vous connaissez des gens en cybersécurité qui ne sont pas chez Innov Campus? Des personnes en cybersécurité, des jeunes, mais qui ne sont pas nécessairement chez Innov Campus. Oui, il y a d'autres écoles. Du coup, je me posais la question, je constate de ce que vous me dites que vous êtes quand même très accompagné par l'établissement, ce qui vous permet forcément de beaucoup plus facilement trouver des alternances ou des emplois à la fin de vos études, ne serait-ce que par les job dating ou le fait que vous ayez des professeurs. Et je vois dans les commentaires des personnes qui disent non, l'écosystème de la cyber reste très très bouché. En tout cas pour ceux qui ont apparemment, de ce que je vois, du mal à trouver un CDI ou du mal à trouver une alternance. Ce qui me laisse penser, mais bon, ça je vous laisse aussi à distance me dire, que finalement la différence c'est peut-être l'accompagnement. Finalement c'est un métier où c'est pas si simple d'y accéder. Il faut donc être bien accompagné. Ça dépend de la formation, je pense. Je pense que ça dépend de la formation et des projets que tu fais à côté. Parce qu'il y en a beaucoup qui restent, une fois qu'ils ont fini leur cours, en fait, ils ont fini leur cours tout simplement. Et il y en a d'autres qui vont chercher à faire des plateformes comme TryHackMe, HackTheBox, ou qui vont chercher à se perfectionner tout simplement. Et c'est peut-être ça qui peut faire la différence aujourd'hui. À mon sens, c'est essentiel de faire des projets pour soi à côté, de monter en compétence, même sur, par exemple, des domaines qu'on ne voit pas en cours ou qui nous intéressent, qu'on ne fait pas au boulot non plus. Typiquement, la sensibilisation qu'on fait avec Quentin puis le reste de l'équipe, c'est hors des cours. On ne l'a pas vu en cours, en fait, le fait de sensibiliser, de faire de la pédagogie, on ne l'a pas vu en cours. C'est nous qui avions envie d'apprendre à faire de la pédagogie, puis de sensibiliser. Donc, non, je pense qu'il faut s'intéresser, être curieux. On revient au point après, principal. dans tous les cas, ça reste compliqué, on ne va pas se le nier, mais c'est pas impossible. Il faut prendre le temps, faut pas se décourager non plus, il faut faire des projets, continuer à faire des projets et
garder la passion qui va avec. Après, je suis pas totalement d'accord avec ce que vous dites, dans le sens où on est peut-être nous aussi un peu aveuglés parce qu'on a quand même, comme on dit, un accompagnement qui est très spécifique. Dire qu'il faut faire des projets, il faut utiliser son temps libre à bon escient, oui, évidemment, mais je pense que ça, tout le monde doit être un peu au courant là-dessus. Mais vraiment, en fonction de la formation, on n'est pas logé à la même enseigne. Oui, non, pas du tout. Et ça, je pense qu'on est vraiment, on a un peu des œillères parce que pour nous, ça a été un peu facile. Entre guillemets, ça dépend pour qui évidemment, mais on a quand même un accompagnement qui est assez hors norme et je pense que on n'est pas forcément les mieux placés pour dire non mais tout va bien, c'est très facile d'être en alternance ou d'avoir c'est pas facile du tout. Voilà, c'est ça. Ça peut rester. Je pense, pour nous, c'est pas bouché parce que il y a énormément de métiers dans la cybersécurité. Par contre, forcément, si on cherche quelque chose de précis, etc., ça peut le devenir très rapidement. D'accord. Donc je comprends, il faut bien choisir sa formation, il faut mettre en place des projets, il faut être bien accompagné. C'est ce qui va permettre finalement de pouvoir accéder à certains emplois. Il y a de quoi faire, mais il faut avoir bien préparé les choses et être bien accompagné et mettre en place des projets pour avoir finalement un CV qui soit plus rempli qu'une personne lambda si on ne met pas en place de projet en parallèle. Presque, il faudrait savoir à l'avance où est-ce qu'on veut aller pour choisir sa formation en fonction de ce qu'on veut faire. Ok. Enfin, je pense. Je pense que l'entreprise aussi, ça joue beaucoup ce que tu fais en entreprise, ce qu'elle te permet de faire tout simplement. Ça doit beaucoup jouer sur ton CV et ton métier plus tard. Mais pour ça, il faut rentrer dans l'entreprise. Pauline est très pragmatique. On va rentrer dans l'entreprise. Comment on fait pour rentrer dans l'entreprise? Toute la question du débat. Alors, autre question, l'entrepreneuriat en cybersécurité, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous tente pour votre génération? On voit de plus en plus de solutions apparaître, on voit des entreprises françaises. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'entrepreneuriat en cyber? Répondre là. Justement, avec l'association qu'on a lancée avec Quentin puis le reste de l'équipe, c'est quelque chose qui, au début, on n'envisageait pas de faire de l'entrepreneuriat. Pour nous, c'était juste un projet étudiant. Et en fait, on a vu qu'il y avait une vraie demande de sensibilisation, que ce soit dans l'école, mais dans d'autres milieux. Puis ça nous a plu déjà aussi, ça nous a beaucoup plu. Et on a vu qu'à force, on était invité à des événements, on faisait pas mal d'événements, et que ça prenait de l'ampleur. En fait, le projet a pris de l'ampleur très très vite, peut-être trop vite pour nous. C'était difficile à suivre. Mais oui, du coup, ça nous a fait réfléchir sur l'entrepreneuriat, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que vous pensez que c'est propice? On a un marché qui est propice à l'entrepreneuriat? Vous avez senti qu'il y avait une volonté d'accompagner ou que c'est un peu la bataille? Je pense que c'était un peu à la mode de lancer des entreprises, de faire de l'entrepreneuriat. Il y a une grosse vague. Et honnêtement, je ne pourrais pas répondre à la question. Je pense qu'il faut vraiment sortir du lot. Okay. Il y a eu une émergence énorme en fait, de ces auto-entrepreneurs. C'est ça. C'est devenu un vrai milieu de... Mais on parlait du Graal tout à l'heure et pour certains, c'est ça le Graal en ce moment. Ah, l'entrepreneuriat? Oui. Le pentest et l'entrepreneuriat, vraiment. Enfin, c'est ce dont on entend le plus parler. Ouais, je suis d'accord. On nous a beaucoup conseillé de lancer notre boîte d'ailleurs, même pendant notre formation. Pourquoi pas? Mais après, quand ça sort du lot, ça peut être vraiment... vous pouvez vraiment réussir à tirer votre épingle du jeu, vraiment. Hein. Carrément. Alors, petite question qui fâche. En France, on aime bien les questions qui fâchent. C'est quoi la différence entre une fac et une école pour vous? Est-ce qu'il y a une réelle différence, notamment dans le secteur de la cyber? Alors, je ne sais pas si vous avez commencé à Innov, vous. Moi, j'ai fait la fac avant. Non, moi, j'ai fait la fac aussi. Ah ouais? Il le dit d'une façon. Voilà, on le dit de la même manière. T'as l'air blasé, je te le dis. Non, pour le coup, c'est pas pour rentrer. Il n'y a pas de critique. Vraiment, ça dépend de ce qu'on va chercher. Il y a deux profils types. Il y a donc la théorie, évidemment, avec les profils type chercheurs, ceux qui vont créer, innover. Ça cale pas avec innover. Mais je me comprends. Ceux qui vont chercher à innover, les nouveaux chercheurs, voilà. Et de l'autre côté, ceux qui vont appliquer. Nous, on est dans tout ce qui est applicatif. On apprend les choses pour pouvoir les répéter en entreprise. On est des profils experts, donc voilà, les entreprises cherchent ce genre de profil. Par contre, si un jour on veut inventer quelque chose de totalement nouveau et dire je vais être chercheur demain, non. Honnêtement, on peut pas. On n'a pas les capacités, on n'a pas fait de maths appliquées, on n'a pas toute l'histoire et la théorie qui va avec. On n'a pas le cursus faculté universitaire classique. Enfin, je sais pas. Dis-moi si toi tu l'as ressenti comme ça. Je sais pas. Moi, ça me dérangerait pas de faire des recherches. Oui, mais je pense qu'il faut vraiment avoir quelque chose de... Mais je vois ce que tu veux dire au début avec la différence entre théorie et pratique, en fait, c'est ce que tu dis. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'étais en DUT, en fait, avant. J'étais pas en licence, j'étais en DUT. Donc c'est quand même pas mal de pratique, mais ça reste... c'est pas les mêmes moyens qui sont utilisés
que à Innov en fait. Il n'y a Oui, pas simplement. d'alternance, il n'y a pas de Ouais, professionnalisation facile d'accès. Pour avoir fait une licence classique maths info, c'était pas fait pour moi. Ça peut être fait pour plein d'autres personnes et Oui, voilà, bah, mais c'est tout à fait, c'était. Moi, j'avais besoin, oui, d'un cadre, d'une potentielle alternance plus tard pour pouvoir goûter au monde professionnel, pour pouvoir être, voilà, avoir un pied dedans assez tôt et pouvoir apprendre aussi là-bas, parce qu'en fait, on apprend énormément, si ce n'est plus, à l'entreprise et donc sur le terrain qu'en formation théorique. Même si à Innov, on a quand même beaucoup de pratiques et on fonctionne par projet. La distinction, ça va être vraiment toi, ce que tu recherches, quel est ton ça. profil. Si tu es vraiment plus quelqu'un qui a besoin de théorie, de créer des choses comme tu as dit tout à l'heure, et d'être vraiment un chercheur, ou si vraiment tu aimes bien un peu tout casser et puis tu essayes de réparer après, quoi. La technique et la théorie. C'est Ouais. ça. C'est vrai que je suis plutôt d'accord pour avoir fait les deux. On a des bonnes facs, mais on est encore, malheureusement... Alors, du coup, je ne savais pas si c'était encore le cas. Mais en tout cas, de mon temps, on avait encore cette partie-là où on était très théorie. Moi, j'ai fait des maths appliquées à l'économie, en plus quelqu'un qui demandait ce que j'avais fait. Donc, des maths appliquées à l'économie, et j'étais capable de te faire toute la théorie possible et inimaginable avec des fiches et de maths. Par contre, rentrer en entreprise pour faire un Excel, je n'en étais pas capable. Voire même, ça me donnait des angoisses. Et donc, quand je suis passée vers le format école, comme tu l'as dit, tu avais cet accompagnement, on travaillait en mode projet. Donc, on nous a donné des cas pratiques qui étaient vraiment très liés en fait, à l'entreprise. Ouais. Et forcément, ça donne confiance aussi aux étudiants, parce qu'un étudiant, si on parlait des soft skills un peu tout à l'heure, en entretien, il faut aussi qu'il puisse renvoyer une image de responsabilité, une image de confiance. Ce qu'on n'a pas, je trouve, malheureusement, en tout cas de ce que j'ai vu en université, parce qu'on est tellement basé sur la théorie, on est très bon, hein, mais très théorie et pas assez pratique. Après, je trouve qu'on va peut-être un peu trop dans le... On est presque, là on le décrit en étant presque couvé par l'école, alors qu'il y a quand même quelque chose qu'ils ont mis en place qui est très intéressant et qui permet aussi aux premières années de se dire est-ce que je suis fait pour ça? C'est le principe de piscine, où en fait on est lancé pendant 2 semaines, 3 semaines avec des projets où pour le coup on n'a pas de professeur et là ils nous disent débrouillez-vous. Et le but, c'est de voir si on peut avoir ce recul qu'on doit peut-être avoir des fois en entreprise, et de professionnalisme, on va dire, de comment on fait quand on est face à un problème, qu'on n'a pas de solution et qu'on n'a personne pour nous aider, est-ce qu'on peut être lancé là-dessus ? Le sujet aussi. Et voilà. Et c'est ça la différence aussi, c'est que j'ai pas envie de dire qu'on est trop accompagné, parce qu'on est très bien accompagné, mais il y a quand même aussi cet aspect il faut savoir faire. Il faut avoir une bonne gestion de soi-même, de son stress et de. On ne te tient pas par la main. Non, c'est pas ça. Et ça, c'est vraiment important pour moi de le dire. On n'est pas non plus. Allez, va à l'entreprise. Non, c'est pas ça. Alors, justement, une question qui a été posée par Valentin. Est-ce que vous avez des approches qui sont dispensées plutôt sur la gouvernance, la réglementation? Donc, il donne l'exemple RGPD, NIS2, DORA. Est-ce que c'est des sujets que vous traitez en cours? Oui. Ok. Donc finalement, vous n'avez pas que de la technique. Non, on a aussi un volet gouvernance. Mais c'est très important parce que ça existe en cybersécurité. Il faut quand même le voir. C'est une partie de la cyber, la gouvernance. Je suis dans la gouvernance. Donc toi, tu es dans la gouvernance. Ouais. Ok. Et donc tu as revu des choses que tu avais vues en école, en entreprise. Comment ça s'est passé? Là, en ce moment, avec NIST2. Ah ouais. Grand thème. Ouais, très grand. Du coup, j'ai revu ça à l'école et aussi dans l'entreprise. Donc, on voit RGPD, NIST2, ça, on voit tout ça à l'école et en entreprise. Okay. J'arrive à lier les deux. Donc, c'est bien, vous avez finalement un peu de la technique et aussi de la gouvernance. Donc, j'imagine qu'il y a des profils qui finissent par aller plus en technique, hein, comme vous deux, et puis d'autres en gouvernance, comme toi. Ouais. Ok. Alors, il y a Nathalie qui pose la question, est-ce qu'il y a des débouchés dans la cyberdéfense d'État? Est-ce vraiment différent? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont retrouvés plutôt dans le secteur public ou vous êtes tous dans le secteur privé? Moi, je suis dans le secteur privé. Les banques. Secteur privé. Secteur privé. Alors moi, du coup, je vais prendre de ce que je sais, Nathalie. Il y a des débouchés dans la cyberdéfense d'État, notamment dans le secteur public. D'ailleurs, parmi les personnes avec lesquelles on discutait aujourd'hui sur cette thématique-là, dans la partie cocktail, on a des représentants du secteur public qui, justement, veulent recruter des talents, parce qu'on a aussi besoin de personnes dans ce secteur-là. Donc, il y a aussi des débouchés dans le secteur public. Justement, on en connaît. Mon entreprise, elle est au campus cyber. Oui. On a la gendarmerie aussi, qui est un étage en dessous de nous, qui nous ont fait une présentation une fois. C'est vrai que c'est très intéressant, parce qu'au-delà de l'enjeu cyber, c'est un vrai enjeu de société en fait. Donc c'était très intéressant de travailler pour la gendarmerie. Moi, ça me plairait bien.
Alors, j'étais en train de lire un peu les commentaires. Donc, Amine qui dit « Si vous parlez de fac versus école, c'est difficile de trancher car je fais les deux et dire que les profs de la fac travaillent sur les dernières vulnérabilités, c'est faux. J'ai mon prof à la Sorbonne Université, par exemple. Il était sur les vulnérabilités de Linux qu'on a tous vues ce week-end. » D'accord, donc ça commence à évoluer, ce qui veut dire. Ça commence à évoluer un petit peu. Alors, dernière question. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des nouvelles écoles en cybersécurité et pourquoi avoir choisi finalement Innov Campus par rapport à d'autres? Vous avez fait un benchmark? Pas du tout. Moi, j'étais allé dans quelques salons étudiants, mais sans trop savoir ce que je voulais, parce que j'ai fait un DUT informatique très orienté dev, et je voulais quitter le dev sans pour autant perdre mes années de DUT. Puis en fait, Innov m'a contacté et m'a parlé d'une section game design, donc design de jeux vidéo, qui n'ouvrait pas du coup à Lille, malheureusement, et ils m'ont orienté vers la cybersécurité. Donc au début, moi, je connaissais pas du tout. Puis finalement, quand on me l'a présenté, j'ai bien apprécié. Puis c'était un coup de poker en fait. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Et finalement, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai même cherché une nouvelle alternance qui puisse m'accompagner sur le sujet de la cyber. Donc ma société actuelle, Alistic, qui le fait très bien d'ailleurs. Donc voilà, moi, c'est pas moi qui ai plus choisi que ça l'école pour le coup. Moi personnellement, j'avais le choix entre 2 écoles pour ma 3e année. Et ce qui a tranché, c'est vraiment le rythme d'alternance. À Innov, on est à 1 semaine d'école, 2-3 semaines d'entreprise. Et pour ce rythme-là va permettre de suivre les projets, etc. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait trancher entre les 2 écoles. Ouais, ça ne coupe pas en plein projet en entreprise, ni en plein projet à l'école en fait. C'est vrai que le rythme est très agréable. Et pour vous? Moi, j'avais eu, après la fac, justement, au début, mon premier choix avait été Innov quand je l'avais vu sur un salon étudiant. Mais je me suis dit, je vais quand même essayer l'enseignement public, on va voir ce que ça va donner. Puis quand j'ai dû refaire un choix, j'avais eu le choix entre 3 écoles. Et ce qui m'avait convaincue, c'était les portes ouvertes, où j'y étais allée. Et tout est pensé pour le bien-être de l'étudiant. Et c'est vrai qu'étudier dans un lieu qui est agréable, avec des gens qui sont vraiment gentils, ça m'a vraiment convaincue. Et surtout, au-delà de l'aspect purement confort, j'ai pu discuter avec des profs ce jour-là, donc du coup des intervenants professionnels ce jour-là qui ont pu vraiment me convaincre sur la façon dont ils faisaient les cours et les projets. Parce que je n'avais pas encore le rythme d'alternance quand je suis rentrée en première année, je ne savais pas quel était ce rythme. Donc c'était vraiment le fait de voir comment ils faisaient leurs cours, comment c'était fait, comment étaient faites les évaluations. On n'est pas sur des partiels classiques, on est vraiment sur de la gestion de projet, des qualités un peu oratoires, etc. Et j'ai beaucoup aimé ça, vraiment. C'était totalement différent de la fac que tu avais en fait. J'ai pris l'inverse, effectivement. C'est ça. Moi, ça a été vraiment l'aspect pratique que l'école m'a montré, qui m'a beaucoup plu, parce qu'après avoir fait beaucoup de théorie avant, j'avais besoin de pratiquer et de justement apprendre cette théorie en même temps que de la pratique, de la découvrir. Bon, certes, c'est important d'en avoir un peu en amont parce que sinon, des fois, c'est compliqué. Mais de l'apprendre sur le coup, c'est ma manière à moi d'apprendre qui me plaît beaucoup. Parfait. Mais écoutez, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions et puis également aux questions du public. Malheureusement, je n'ai pas pu poser toutes les questions, vous en avez posé énormément. On retiendra quand même que finalement, la cybersécurité reste un secteur ouvert. Ça peut être effectivement bouché, on peut avoir des difficultés d'y accéder, comme beaucoup de secteurs aujourd'hui. Et c'est là où l'accompagnement finalement est très important, le fait d'avoir des projets qui ont été mis en place pour justement pouvoir quelque part montrer patte blanche au moment du recrutement et montrer des projets qui ont été faits. Mais écoutez, je vous remercie encore donc pour vos questions et réponses. Je remercie également le public de nous avoir suivis, vos commentaires et vos questions. Ce soir, on était en partenariat avec Innov Campus, qui d'ailleurs propose donc des formations en cybersécurité. Pour ceux qui souhaitent se renseigner un peu plus, n'hésitez pas à aller regarder sur leur site et à voir un petit peu ce qu'ils proposent dans ce secteur d'activité. Je vous dis bonne soirée et à notre prochaine émission qui commencera début octobre. Merci à tous. Merci à toi, Yasmine. Merci.